Ce qui, moi, m'émerveille le plus souvent, c'est quand je vois les insectes. Il y a des variétés d'insectes hyper importants et on sait que les insectes sont très très fragiles, que ce soit dans le bas de la ferme ou dans le haut de la ferme. On va pas avoir les mêmes insectes, on va pas avoir les mêmes papillons, on va pas avoir les mêmes mouches, on va pas avoir... Et c'est plus à travers les insectes et leur diversité que observer, que je me rends compte à quel point y a une diversité d'autres choses forcément autour d'eux pour qu'eux puissent vivre. Je me rends compte de l'impact positif que je peux avoir, que ma pratique peut avoir, puisque comme tu l'as dit, je suis vraiment complètement entouré de routes, de zones industrielles, donc d'une pression sur l'environnement très très forte, et pour autant ces insectes qui sont fragiles, ils arrivent à trouver un refuge chez moi. Pendant la période hivernale, je me contente de nourrir des animaux qui sont là juste entre deux saisons, qui elles-mêmes sont au repos. Moi je suis au repos, je me suis donné comme repère en cette période de l'année de ne pas travailler de nuit. Donc le soleil se lève tard, il se couche tôt. Ça me fait des petites journées, ça me permet aussi de me ressourcer, de me reposer et ça fait du bien parce que je suis tout seul sur la ferme. En élevage laitier, le plus gros de la consommation énergétique, c'est une consommation d'électricité puisque c'est le refroidissement du lait dans le tank. Le deuxième poste de consommation, c'est faire tourner le moteur de la machine à traire. Et après, vient le pétrole dans le tracteur. Moi, quand je sors mes chiffres à des étudiants, ils sont toujours impressionnés, ils me disent c'est pas possible. T'as oublié des factures de gasoil. Il en manque. Si moi je me présente en disant bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis éleveur laitier sur 49 hectares, c'est hyper réducteur. Ça veut dire que je me réduis à mon activité économique alors que je me sens beaucoup plus que ça. Je vous embarque durant 3 épisodes dans un écosystème bien particulier qui structure nos paysages, celui de l'élevage herbagé. Je suis partie à la rencontre de 3 fermes qui ont fait le choix de remettre les bovins dans leur écosystème naturel, la prairie. Finalement, faire manger de l'herbe à des vaches, produire du lait et de la viande, cela coule de source. Pourtant, aujourd'hui, les éleveurs et éleveuses doivent souvent lutter pour que ce modèle persiste et se déploie face au modèle de production intensive. Jérôme, de la ferme d'Olivet, Amande et Damien, à la ferme des Trognes, et Louis et Gwenaine, au GAEC Timenez, ont choisi de témoigner de leur expérience pour diffuser les vertus de l'élevage herbagé, pour remettre de la vie dans nos campagnes, sur tous les plans. Dans cette première partie, Jérôme explique ce qu'est le pâturage tournant dynamique, qu'être paysan dans un territoire, c'est bien plus que produire de la nourriture, et que les élevages à l'herbe génèrent des risques économiques bien moindres pour une personne qui souhaite devenir éleveur ou éleveuse. Je m'appelle Opaline et j'ai créé le podcast Agroécologie Voyageuse pour mettre en lumière celles et ceux qui prennent soin de la terre. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le CIVAM Adage 35, une association d'éleveurs et éleveuses qui promeut et accompagne le développement de systèmes herbagers autonomes, résilients et transmissibles par les échanges de savoir entre pairs. L'Adage fait partie du réseau des CIVAM, association présente sur tout le territoire français qui travaille collectivement à la transition agroécologique et à l'alimentation locale et de qualité. Belle écoute. Je m'appelle Jérôme, je vais avoir 41 ans dans 3 jours. J'aime pas me présenter en présentant ma ferme, je trouve que c'est un défaut qu'on a, un défaut agricole. Je suis marié et père de 3 enfants. Voilà. Après, je suis agriculteur sur une ferme qui fait 49 hectares à Servan-sur-Vilaine, donc à l'est de Rennes. Et on va commencer à faire le tour. La ferme, elle est située, tu l'as vu en arrivant, à 200 mètres d'un axe majeur, c'est Rennes-Paris. C'est la RN 157 au niveau d'un échangeur. De l'autre côté de l'échangeur, par rapport à la ferme, il y a une grosse zone industrielle, en expansion en plus actuellement. Et à l'autre bout de la ferme, c'est une voie ferrée. Donc c'est Rennes-Laval, maintenant que les TGV sont détournés, ils ne passent plus ici. Okay. Mais quand je me suis installé il y a 10 ans, ils passaient là. Okay. Voilà. Donc on va faire un petit tour rapide de tout ça pour voir dans quelle ambiance on travaille. Okay. Donc les vaches, là on est devant les bâtiments, il n'y a personne dedans. Parce qu'on a beau être à la mi-décembre, tous les animaux sont dehors. Et tous les animaux vont passer l'hiver dehors comme depuis 3 ou 4 ans. Je suis passé sur des vélages groupés de printemps
En fait, les vaches, naturellement, dans n'importe quel élevage laitier, les vaches, elles vont faire un veau par an, des fois un peu moins d'un veau par an, mais de l'ordre d'un veau par an. Et c'est à chaque fois qu'il y a un veau, il y a une relance de lactation, ce qui permet de repartir faire la traite, production laitière et repartir faire la traite. Même s'il existe d'autres techniques, mais je les maîtrise moins. Et en fait, pendant tous les ans, chaque vache, individuellement, dans chaque troupeau, elle est arrêtée entre 6 semaines et 2 mois, des fois un peu plus, selon les intervalles entre 2 vélages et les vaches. Et en fait, dans la majorité des cas, elles se donnent le relais, les vaches. Donc il y en a toujours qui sont en production laitière et d'autres qui sont arrêtées. Et chez moi, je fais juste en sorte que tout le monde s'arrête en même temps. Ce qui fait que ça me demande des conduites un peu différentes, mais en termes de volume produit, ça ne change rien. En termes de du coup, économiquement aussi, ça a un peu d'impact, mais en termes de travail, par contre, ça change radicalement la donne. Parce que pendant 2 mois par an, je ne fais pas la traite. Je n'ai pas d'astreinte de traite. J'ai fait mon astreinte ce matin, en moins d'1 heure, c'était fait. Alors que y a des périodes de l'année où j'ai jusqu'à 8 heures d'astreinte par jour. Du fait d'être en village groupé de printemps, ce qui fait que j'ai tout en même temps. Donc j'ai vraiment aussi des grosses astreintes. Pendant la période hivernale, je me contente de nourrir des animaux qui sont là juste entre 2 saisons, qui elles-mêmes sont au repos. Moi, je suis au repos. Je me suis donné comme repère en cette période de l'année de pas travailler de nuit. Donc le soleil se lève tard, il se couche tôt. Ça me fait des petites journées. Ça me permet aussi de me ressourcer, de me reposer. Et ça fait du bien parce que je suis tout seul sur la ferme depuis 5 ans. Installé depuis 5 ans ? Non, je suis installé depuis 10 ans, mais je suis tout seul sur la ferme depuis 5 ans. Et prendre du repos, prendre des congés, c'est pas toujours facile pour des questions de remplacement. Et le fait d'alléger l'astreinte comme ça facilite quand même vachement les choses. Il y a la question du coup d'avoir travail selon le rythme des saisons, c'est-à-dire même d'un point de vue chronobiologique. Moi, je le ressens. À l'automne, en hiver, j'ai moi une baisse d'activité aussi, je suis beaucoup moins motivé, alors que c'est le moment où il faudrait que je travaille beaucoup plus parce que les animaux sont en bâtiment, donc ça me demande beaucoup plus de travail, de nourrir, de pailler, de tout ça. Et puis au printemps, c'est l'éveil de la nature, mais le mien aussi, donc ça va avec. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les vaches, elles n'ont pas une production linéaire au fil de l'année liée à là où elles en sont dans leur cycle de production, mais aussi là où l'alimentation joue. Donc en fait, on va chercher à calquer les deux en faisant ça. C'est-à-dire que quand les vaches ont besoin de plus d'alimentation pour produire plus, c'est le moment où il y a le plus de pousses d'herbe, et une herbe qui a priori est plus nourrissante et va plus porter la lactation au printemps. Et à l'automne, on est plus sur quelque chose qui vient se préparer l'hiver, plus tranquille au niveau de la végétation, mais aussi au niveau des vaches. Et donc moi, à ce moment-là, à partir de ces dernières années, je l'ai fait à partir de la rentrée scolaire, mais je me demande si je ne vais pas avancer un peu ça, de plus traire les vaches le soir, les traire que le matin sur la fin de l'année. Ce qui fait que, tu sais, j'ai 2 mois où je me repose. En fait, non, les 4-5 mois précédents, déjà, je fais la traite que le matin, donc je me lève tôt toujours pour aller faire la traite, j'ai toujours cette astreinte-là, mais d'un point de vue social, c'est beaucoup plus intéressant parce que en fait, les activités, les enfants, et puis le reste, ça se passe plutôt en fin de journée. Et du coup, je suis libéré sur cette fin de journée à partir de l'été. On continue le tour. Là, on va arriver sur un point haut qui va nous permettre d'avoir un panorama. Mais en face de nous, là, on a plein de maisons, une grue, une ville qui s'agrandit. Donc ça, c'est la ville de Bressé. C'est Rennes Métropole qui est là. Donc on est à 25 km de Rennes. Et Rennes Métropole vient vraiment jusqu'ici. Continue à s'agrandir. Le bourg de Cervon, il y a un peu moins de 4000 habitants. Et pour autant, la route qui passe vraiment au pied de la ferme, là, ou même qui coupe la ferme en deux, il y a plus de 10 000 voitures qui passent tous les jours ici. De là où on est, on voit aussi pareil, donc on parlait de la 4 voies tout à l'heure, la RN 157, elle est là, c'est 150 000 voitures par jour qui passent là. C'est un bruit de fond à tel point qu'en 2020, fin mars 2020, quand on était tous confinés les uns chez les autres, chez soi, quand je suis sorti, j'ai pas compris ce qui se passait d'un point de vue auditif. Il me manquait quelque chose, où il y avait quelque chose qui avait changé, et il m'a fallu quelques heures pour comprendre que en fait, la circulation s'était arrêtée et que ce bruit de fond que j'ai en permanence, il n'était plus là. Nous passons sous la fameuse route nationale par le beau viaduc qui permet aux troupeaux de circuler d'une partie de la ferme à l'autre. Jérôme m'explique qu'aujourd'hui, s'il travaille seul, c'est parce qu'à l'époque où il partageait le travail avec une associée et que la ferme transformait le lait,
Tous deux ont fait des choix économiques qui ont rendu la ferme fragile, entraînant le départ de l'associé. Jérôme a continué et choisi d'arrêter la transformation. Aujourd'hui, il aimerait ne plus travailler seul pour ne plus tout faire reposer sur ses épaules et aussi que les astreintes, le besoin de présence sur la ferme, soient partagés au moins avec une autre personne. Cette solitude se ressent ailleurs, alors que plus de 150 000 personnes passent près de la ferme tous les jours, très peu savent qu'un paysan y produit du lait. Et cela a un impact sur les décisions qui sont prises pour gérer les abords de la ferme. Je t'ai fait faire le tour de la ferme et de toutes les routes, de toutes les contraintes qui passent. C'est bien aussi pour comprendre ça. À côté de Bridor, là-bas, là au niveau de l'échangeur, moi j'ai quelques terres. Au printemps, ça va être, je vais en perdre un petit peu parce qu'il y a un rond-point qui va se construire pour sécuriser la route, etc. Tout ça c'est nécessaire, mais en fait, quand le département d'Ille-et-Vilaine est venu me dire écoutez monsieur, on a besoin de ces terres-là pour sécuriser le carrefour, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris que ce qu'ils allaient utiliser comme espace, c'est une haie. Et que la haie, pour moi, elle a énormément d'intérêts. Elle a des intérêts agronomiques, elle a des intérêts environnementaux. Et ça a été un dialogue de sourds jusqu'à ce que je cède, parce que j'étais tout seul face à une armada. Et j'avais bien quelques soutiens, mais en fait, ils m'ont très vite dit, écoute, on va être 3, 4, et en face de nous, on va avoir tout le monde. On va passer pour des gens qui ne veulent pas sécuriser un carrefour qui est très accidentogène. Ça sert à rien de se battre pour se battre. Ouais, puis ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a 150 000 voitures qui passent par jour. Là, il n'y en a aucune qui se rend compte qu'il y a un paysan là. C'est ça. Je pense. C'est ça. On est dans ce monde-là aujourd'hui, quoi. Oui. Oui, c'est pour ça tout à l'heure je t'évoquais la question de la solitude. C'est une solitude ressentie de ce point de vue-là. Une solitude au milieu de centaines de milliers de personnes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Heureusement qu'il y a les vaches. Elles Voilà. sont belles. Donc voilà les vaches. C'est quoi comme mélange? Alors, on a plusieurs mélanges. La grosse à gauche, c'est le mélange que j'ai récupéré moi il y a 10 ans quand je me suis installé. C'est un mélange Primolstein Brune des Alpes. Et à droite, celle qui est juste devant elle, là, c'est la sœur de la blanche et rousse un peu plus derrière. Elles sont sœurs toutes les deux. Ces deux-là, c'est le même mélange sur lequel il y a eu une génération de jersiaises et une génération de rouge norvégienne. Et on en est là sur l'ensemble du troupeau à des degrés plus ou moins avancés. Mais c'est ça la base qu'on trouve aujourd'hui. Mais alors, c'est quoi exactement ce pâturage tournant dynamique dont on parle souvent dans le milieu de l'élevage paysan? Et comment Jérôme l'applique-t-il sur la ferme? Toute la ferme est découpée en paddock d'un peu moins d'1 hectare pour 44 vaches. Donc selon les années, je tourne entre 40 et 45 vaches. Et en fait, ces paddocks-là, ils sont assez fixes. Et j'y passe jamais plus de 48 heures. Pour d'une part venir manger un maximum, mais aussi permettre à l'herbe de repousser, ce qui fait que j'ai des retours, je reviens sur les champs entre 55 et 60 jours quand je passe partout. Le principe du pâturage tournant dynamique, c'est une grosse concentration d'animaux pendant un temps très court. Et en fait, en faisant ça, les vaches elles viennent balayer, manger, raser tout ce qu'il y a et tout ce qui est disponible très très vite, mais mettre une pression sur le sol et l'environnement sur un temps très court. En fait, on pourrait comparer ça à des grands mouvements d'animaux, la migration des rennes, la migration des bisons, des gnous, etc., qui suivent la pousse de l'herbe au moment de la saison des pluies. Et en fait, moi je l'artificialise, mais c'est la même chose sur l'ensemble de la ferme. Et puis je reviens au même endroit. Je n'ai pas des grands troupeaux qui migrent, mais c'est un peu le même principe. Je demande à Jérôme de me dire ce que c'est pour lui être paysan. Puis de m'expliquer quels sont les impacts environnementaux de l'élevage herbagé par rapport à la pratique dominante aujourd'hui, où les bovins se nourrissent principalement de maïs et de soja.
Je ne suis pas originaire du secteur où je travaille aujourd'hui, du secteur où je vis aujourd'hui. Et du coup, j'avais du mal à avoir une attache affective avec cet espace-là. J'ai mis beaucoup de temps à utiliser le mot me définir comme paysan. Aujourd'hui un peu plus. Et du coup, être paysan, c'est produire, certes, des denrées alimentaires, mais c'est produire aussi d'autres choses. Donc moi, je me définis comme éleveur laitier et je trouve que c'est un défaut parce que je ne suis pas qu'éleveur laitier. Mon activité principale, c'est de produire du lait et c'est de vendre du lait. Mon activité économique principale, quasi exclusive, c'est de vendre du lait. Mais à côté de ça, je suis sur une ferme où il y a des haies, il y a des arbres. Et ces arbres-là, ils produisent beaucoup de choses. D'un point de vue agronomique, ils produisent de l'abri pour les vaches. Donc du coup, c'est intéressant pour tout un tas de raisons et qui va soutenir la production laitière. Donc ils ont un intérêt économique là-dessus. Ils peuvent avoir un intérêt économique aussi si on considère le bois de chauffage. Aujourd'hui, il ne sert qu'à chauffer la maison, mais c'est déjà ça. Demain, ça fait partie des potentielles idées, potentiels projets de vendre ce bois-là, donc en faire une activité économique. Ce bois de chauffage, potentiellement du bois d'œuvre. C'est des arbres qui ont des fruits. Ces fruits-là, ils peuvent être vendus en tant que tels, ils peuvent être transformés. Nous, on en consomme un petit peu à la maison. Et puis ces arbres-là, avec des vaches, avec des prairies, tout ça, à la rencontre de tout ça, c'est la production de paysages. Et moi, ça m'importe de produire du beau. J'ai pas l'impression de vivre dans un environnement très beau entre les routes, les usines, même les maisons que j'arrive pas toujours à entretenir au niveau auquel je souhaiterais. Si au moins j'arrive à produire un beau paysage, j'aurais pas tout perdu. Puis si on veut aller jusqu'au bout de la définition du pays, un pays c'est aussi des personnes, c'est aussi des gens. Donc c'est, en ce qui me concerne, 3 enfants qui fréquentent les écoles, collège, lycée du secteur. C'est 3 enfants qui ont des activités extrascolaires, sportives, culturelles, artistiques. Et du coup qui eux-mêmes s'engagent dans leur club, qui nous demandent, nous parents, de nous y engager aussi. Donc c'est du lien social qui est créé. C'est nous, leurs parents, Jérôme et Natacha, qui avons nous-mêmes nos propres activités non agricoles, non professionnelles, dans lesquelles on s'engage, dans lesquelles on crée du lien, on fait vivre du lien. Et être paysan, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est pour ça que tout à l'heure quand tu me demandais de me présenter, si moi je me présente en disant bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis éleveur laitier sur 49 hectares, c'est hyper réducteur. Ça veut dire que je me réduis à mon activité économique alors que je me sens beaucoup plus que ça. Depuis le milieu du 19e siècle, la population mondiale humaine a été multipliée par 4 quand la production agricole a été multipliée par 14. Et j'ai pas l'impression qu'en 1850, la famine existait, c'est vrai, mais elle n'était pas plus courante qu'aujourd'hui. Et donc ça veut bien dire que cette production agricole, elle va quelque part, elle sert d'outil de spéculation, elle est gaspillée. Il y a un certain nombre de choses comme ça, mais c'est pas en produisant plus à un endroit, ici en Bretagne, qu'on va nourrir l'ensemble du monde. Et sur un système herbagé où on va se limiter à produire du lait en fonction de ce que la nature est capable de nous offrir, déjà on va pas avoir cet impact-là. Et en plus de ça, on va être en capacité de préserver et de régénérer potentiellement des espaces de vie pour nous, pour les générations futures et pour les non-humains, qu'ils soient animaux, végétaux. Et donc on va avoir un impact environnemental aussi qui va être, j'espère, bénéfique. On dit souvent que les vaches, que produire du lait, produire de la viande, c'est extrêmement mauvais pour l'environnement. J'aime pas ce mot environnement parce que moi j'utilise le mot vivant, mais bref, l'environnement, c'est un mot qu'on utilise dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce que tu dirais quand on dit que l'élevage laitier ou de viande pollue ou consomme trop d'eau, émet du carbone, des gaz à effet de serre, etc. En fait, c'est qu'on prend le problème petit bout par petit bout et on ne regarde jamais la question dans sa globalité. Oui, une vache émet du méthane. C'est son mode de digestion qui le veut. Oui, ça c'est vrai, on va pas le nier.
Oui, une vache, ça boit de l'eau, on consomme de l'eau. Moi, je consomme des quantités d'eau assez impressionnantes quand je dois laver la salle de traite ça me mortifie par moment. Et tout ça, c'est vrai, je vais pas le nier. Par contre, si on prend les choses plus largement, une vache, notamment une vache qui pâture, c'est une vache qui vit sur un sol vivant. Le sol en lui-même, il va permettre d'être un support à faire pousser de l'herbe qui va nourrir la vache, mais c'est aussi un réceptacle de bouse. Les bouses, elles sont recyclées par un certain nombre de champignons, d'insectes, de bactéries, de vers et tout un tas d'autres éléments. Et tous ces sols vivants, eux-mêmes, finalement, réabsorbent une partie du carbone, restockent du carbone, sont en capacité aussi de tamponner l'eau, de faire vivre le cycle de l'eau localement. Une vache qui pâture, elle a besoin de s'abriter, donc naturellement, on va très vite y mettre des haies, on va très vite y mettre des arbres. Ces arbres-là, c'est des pompes dans le cycle de l'eau qui sont hyper importantes. Globalement, il n'y aurait pas de vie en Russie s'il n'y avait pas toute la vie et les mini-cycles de l'eau et tous les arbres d'Europe de l'Ouest. C'est pas l'eau de la mer qui va jusqu'en Russie par les nuages, c'est l'eau de la mer qui vient en Europe de l'Ouest, qui est recyclée plusieurs fois, qui ensuite est portée par les courants aériens jusqu'en Russie. Donc sans la vie en Europe de l'Ouest, il n'y a pas de vie en Russie. Donc c'est hyper important qu'on puisse faire vivre nos sols. Et avec une prairie, des prairies riches, des prairies implantées, comme les miennes, certaines depuis plus de 30 ans, bah finalement on a des réseaux de racines, on a des réseaux de sol, on a des échanges entre la profondeur du sol et la superficie, l'atmosphère, qui sont hyper riches, hyper intenses. Alors on parlait de l'eau, mais ça marche sur plein d'autres choses. Voilà. Si on en revient aux vaches directement, donc les vaches, elles sont concernées parce qu'en fait, elles participent à faire vivre tout cet écosystème-là. Les vaches, celles qu'on a vues tout à l'heure, les vaches, elles sont dans un champ dont le fond est en bordure de ruisseau. On est en hiver, c'est assez humide. Il y a des périodes de l'année où moi, j'y vais pas en tracteur. Je vois même avec un tracteur très léger, et je vois pas ce qu'on peut y cultiver sereinement. Qui pourrait être à destination de l'alimentation humaine. Donc la seule façon de les valoriser réellement, ces zones-là, c'est soit on en fait une pâture réelle et puis on y fait pâturer des vaches, soit on peut y faire pâturer des chèvres, des moutons. La question est la même, il n'y a que l'animal qui va être capable de valoriser cet espace-là. Et du coup, est-ce que tu penses que s'il y avait plus d'éleveurs, d'éleveuses qui passaient en système herbagé, 100% herbe, on pourrait, à l'échelle d'un petit territoire, par exemple, modifier un peu le climat, faire plus pleuvoir La théorie dirait que oui, mais je ne sais pas quelle échelle de territoire il faut viser pour que ce soit efficace. Les seuls ordres de grandeur que j'ai sont d'ordre continentaux, mais je sais qu'il existe des cycles beaucoup plus courts, beaucoup plus petits. Ça, c'est évident. Si tout le monde permettait la vraie vie des arbres, des haies, des prairies, avec des sols vivants à tous les niveaux, forcément qu'on aurait un impact positif sur le climat. On aurait, dans un premier temps, une capacité à faire face aux aléas climatiques, aux enjeux climatiques qui sont devant nous. Mais en plus de ça, on pourrait atténuer les effets, voire peut-être inverser la courbe. Mais là, on a des perspectives qui sont largement au-delà de notre portée à court terme en tout cas. Est-ce que tu as l'impression, depuis que tu es installé, que tu vois la biodiversité évoluer ? Alors c'est pas évident parce que tu es entouré de beaucoup de routes. Oui, je la vois évoluer et régulièrement je m'émerveille du nombre d'espèces que j'arrive à identifier chez moi, que ce soit des espèces végétales, prairiales notamment. Les prairies, je disais, certaines ont 30 ans, plus de 30 ans, donc elles continuent à se diversifier en termes de types de végétaux, de types de graminées. Ce qui, moi, m'émerveille le plus souvent, c'est quand je vois les insectes. Il y a des variétés d'insectes hyper importants et on sait que les insectes sont très très fragiles, mais que ce soit des insectes qui vivent avec les animaux, qui vivent avec les vaches, qui vivent avec leur déjection, que ce soit qui vivent sur les nouvelles fleurs, nouvelles plantes qui voilà, arrivent aussi. C'est ça, qui vivent sur les nouvelles plantes qui arrivent et qui vont se différencier selon les milieux, que ce soit dans le bas de la ferme ou dans le haut de la ferme. On va pas avoir les mêmes insectes, on va pas avoir les mêmes papillons, on va pas avoir les mêmes mouches, on va pas avoir...
c'est plus à travers les insectes et leur diversité que observer, que je me rends compte à quel point il y a une diversité d'autres choses forcément autour d'eux pour qu'eux puissent vivre. Je me rends compte de l'impact positif que je peux avoir, que ma pratique peut avoir, puisque, comme tu l'as dit, hein, je suis vraiment complètement entouré de routes, de zones industrielles, donc d'une pression sur l'environnement très très forte, et pour autant ces insectes qui sont fragiles, ils arrivent à trouver un refuge chez moi, ils arrivent à vivre chez moi. Et puis à partir du moment où les insectes, eux, sont diversifiés et ont ce refuge-là, derrière, il y a toute une chaîne qui s'ensuit. Il y a des oiseaux, pareil, ça se diversifie en oiseaux, en mammifères. Voilà. J'avais listé une fois toutes les espèces animales, végétales que j'avais pu identifier sur la ferme. La liste était très longue et je crois qu'il y en a de nouvelles depuis. Est-ce que tu as une idée de ta consommation de pétrole de la ferme ? Alors, en élevage laitier, le plus gros de la consommation énergétique, c'est une consommation d'électricité, puisque c'est le refroidissement du lait dans le tank. C'est plus d'un tiers de la consommation énergétique d'une ferme laitière. Le deuxième poste de consommation, c'est faire tourner le moteur de la machine à traire. Et après, vient le pétrole dans le tracteur. Moi, quand je sors mes chiffres à des étudiants, ils sont toujours impressionnés. Ils me disent, c'est pas possible. T'as oublié des factures de gasoil. Il en manque. J'ai pas de repère sur ce que consomment les autres, mais j'ai ce retour-là très régulièrement, quasiment tous les ans. Quand je me suis installé, j'étais déjà marié, et Natacha, ma femme, n'avait pas pour projet de s'installer avec moi. Les choses ont été évoquées, mais ça n'a jamais été réellement un sujet sérieux d'installation en couple. Mais ça implique aussi qu'elle travaille à l'extérieur de la ferme. Le fait d'être assez proche de Rennes, c'est un bassin d'emploi pour elle, c'est des opportunités de carrière qui sont beaucoup plus importantes que si on avait été dans des zones très reculées. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper important. Et le deuxième point qui est hyper important, c'est que finalement, là où on a accès à toute la vie culturelle, notamment, de Rennes. Et puis depuis qu'on a des enfants qui sont engagés dans des activités sportives, c'est aussi l'activité sportive de Rennes. Dans beaucoup de cas, être paysan, c'est être dans des espaces reculés. Là, c'est pas le cas. Mais voilà, ça permet d'aborder aussi la question des enfants. Un paysan, c'est une famille. Des paysans, ce sont des familles. Et des familles, finalement, c'est de la vie. C'est de la vie, c'est la consommation alimentaire, c'est aller à la boulangerie tous les jours, c'est de temps en temps aller au restaurant dans le centre-ville, mais c'est aussi participer à des activités culturelles, voilà, pour parler concrètement, moi mes deux aînés font du hand. Nous les parents, on s'est impliqués aussi dans la vie du club de hand. Et autour de nous, on essaye d'embarquer, d'agréger du monde autour de ça. Et c'est ça aussi qui rend les espaces vivants, c'est ça qui rend les campagnes vivantes. Mais pour que ces campagnes-là soient vivantes, pour que ces espaces-là soient vivants, il faut du monde, déjà, mais il faut du temps. Et aujourd'hui, moi, c'est là que je mets ma priorité quand j'arrive à me dégager du temps. C'est dans ce type de structure-là, dans ce type d'espace-là, dans ce type de vie-là. C'est être en capacité de faire vivre un club de hand entre Servon-sur-Vilaine et Assigné, et d'embarquer du monde, et qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent en bénéficier et qui puissent à travers ça aussi compléter leur éducation, compléter un certain nombre de choses, et c'est en ça que les campagnes peuvent être vivantes et seront rendues vivantes par la présence nombreuse de paysans et de paysannes. Installer des paysans et des paysannes au sens noble du terme, qui prennent soin du vivant, qui prennent soin du pays, c'est créer de l'emploi et c'est donc amener des êtres humains à vivre dans un territoire et à y tisser des liens. Enfants, adultes vont manger et consommer d'autres biens, participer à des activités culturelles, etc. Pour une campagne vivante, il faut du monde. Et ce monde-là, qu'il soit paysan ou exerce une autre activité, doit avoir du temps pour faire vivre son territoire. Chaque année, Réseau Civam publie un rapport comparant les résultats des fermes laitières en système herbagé du Réseau Civam avec les résultats des fermes du Réseau d'information comptable agricole, dont une majorité sont des fermes où la base de l'alimentation est constituée de maïs en silage et de soja.
Vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien pour lire le document. On y découvre notamment la notion de résultat social, créée par Réseau Civam pour mieux évaluer la rémunération du travail. Il s'agit du résultat courant de la ferme, auquel n'ont pas été retirées les cotisations sociales et les salaires des travailleurs de la ferme. Cela permet d'analyser la part de richesse créée et des aides qui serviront à rémunérer du travail, qu'il s'agisse des salaires, des prélèvements privés, mais aussi des cotisations sociales. Avec un résultat social rapporté à l'hectare supérieur de 17%, le nombre de travailleurs et travailleuses au kilomètre carré est supérieur de 10% par rapport à la moyenne des fermes de France. Les fermes en élevage à l'herbe participent donc davantage à la dynamique d'un territoire en créant des emplois. Quitte à élever des vaches, autant le faire dans des systèmes herbagés. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus intéressant. On peut énumérer tout un tas d'intérêts au système herbagé sur la question du temps de travail, sur la question même de la facilité du travail. Je me suis rendu compte de ça dernièrement. Sur un système maïs qu'on veut ultra performant, il faut de l'ultra performance. Donc il faut être hyper technique, hyper précis. On n'a pas le droit à l'erreur. Moi, ça m'arrive de me planter, mais c'est pas grave. En fait, mon système, il est suffisamment résilient en soi pour venir gérer ça. Et donc, en fait, tout ce qu'on peut dire à quelqu'un qui pourrait être intéressé, c'est de dédramatiser les choses. Mais un système herbagé, là où il est intéressant en termes d'installation, c'est notamment sur la question de la... Alors, il y a la question du temps de travail, il y a la question de la dédramatisation, et puis il y a la question du capital engagé. C'est une question assez centrale. Moi, je te disais tout à l'heure, je suis fâché avec mon bâtiment. J'ai même en tête un collègue qui, lui, cherche à se débarrasser de tout bâtiment d'élevage. Attention, hein, je ne vais pas dire que ça c'est possible partout. Hein. Sur des zones de montagne, les animaux, il faut qu'ils rentrent parce que quand il fait vraiment froid, il fait vraiment trop froid même pour eux. Mais en Bretagne, on peut, en travaillant bien les choses, on peut se passer de bâtiments et faire de l'élevage bovin. C'est absolument pas un problème. Et du coup, qui dit pas de bâtiment, dit des capitaux engagés à l'installation moindres. Aujourd'hui, les agriculteurs, de façon générale, les paysans encore plus, je pense, sont face à une gestion du risque où ils sont seuls à prendre des risques que d'autres ne veulent pas prendre. Des risques financiers, des risques économiques, des risques environnementaux, voire des risques pour leur santé quand on parle de phytosanitaires, de pesticides. Si on veut aborder la question du risque financier, le fait de mobiliser des capitaux relativement faibles en élevage herbagé, alors ce sera toujours plus qu'un maraîcher, par exemple, qui veut juste avoir un grand jardin et faire un potager avec du maraîchage, mais dans un contexte d'élevage, le système herbager va être celui qui va mobiliser le moins de capitaux. Et donc, qui dit moins de capitaux, dit derrière des capacités d'installation plus faciles, plus simples, des capacités potentiellement de s'engager pas pour une carrière complète. Parce que quelqu'un qui va mobiliser 1 million d'euros à 20 ans, je ne suis pas sûr qu'au bout de 10 ans, il soit capable de se dire « non, maintenant je peux partir ». Il a toujours cette dette à rembourser. Alors que si les capitaux engagés sont largement moindres au départ, en fait, il y a possibilité au bout de 10 ans, 15 ans de se dire j'ai fait le tour, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, je m'arrête et pourquoi pas. Et en fait, c'est toute cette question du risque, toute cette question de la peur, toute cette question de toutes ces choses-là qui vont faciliter aussi la capacité d'installation. Et puis, si on parle d'un point de vue économique, on peut même réduire encore plus les cheptels parce qu'on va aller sur une meilleure valorisation, on va avoir un lait de meilleure qualité, donc une capacité à aller vers, pour ceux qui sont intéressés, vers de la transformation fromagère, un lait issu de système herbagé est beaucoup plus fromageable que dans un système maïs, et donc on va avoir une meilleure qualité. On va avoir une capacité dans un système herbagé, donc à replanter des haies, à replanter des arbres, à libérer d'autres types d'espaces, des nouveaux espaces, à accueillir du monde, à accueillir des visiteurs. Dans un système hyper monospécifique, avec des très très grands espaces où on est engagé et on ne peut faire qu'une seule chose et y rester et avoir une voie tracée pour toute une carrière, ça peut être aussi ça très, très flippant. Moi, plus le temps passe, moins j'ai l'impression de faire le même métier que mes voisins.
J'ai vraiment l'impression d'évoluer dans des mondes vraiment différents. Plus le temps passe, si on suit les tendances actuelles, il va vraiment y avoir deux types d'agriculture et que l'intermédiaire que j'ai toujours cru possible, j'y crois de moins en moins, en tout cas selon les tendances actuelles. C'est-à-dire d'un côté d'une hyper spécialisation, une hyper intensification avec une agriculture très extractiviste, beaucoup de produits, beaucoup d'apports, beaucoup de choses, beaucoup de mécanique. Voilà, une agriculture d'intrants. Et de l'autre côté, une agriculture paysanne qui n'est pas encore tout à fait déspécialisée, mais qui prend cette voie-là et qui va potentiellement aller jusqu'à passer sous tous les radars, avec des gens qui risquent même de quitter le statut agricole, quitter le métier, mais qui vont continuer leur activité. Alors là, je caricature. Jusqu'ici, je pensais qu'un intermédiaire et qu'il y avait un continuum qui était possible. J'ai l'impression que cet espace entre deux, il l'est de moins en moins possible. Et si l'agriculture paysanne veut continuer, et là où elle va avoir un impact important, il va falloir qu'elle sorte de plus en plus des systèmes industriels, y compris dans sa clientèle. Aujourd'hui, moi, je vends mon lait en filière longue à une laiterie privée. Mais ces laiteries-là, et puis d'autres acteurs, notamment en production végétale, c'est même encore pire, je trouve, ont des attentes de qualité. Alors, c'est le mot qu'ils utilisent, mais de type de produits où finalement, ce n'est pas des produits vivants qu'ils veulent, ce n'est pas des produits alimentaires, c'est du minerai conformé. Tellement conformés qu'en fait ils imposent les modes de production. Et donc si on veut pouvoir continuer à travailler, on va devoir de plus en plus se détacher de ces gens-là et donc retourner vers des clients beaucoup plus locaux, faire vivre des choses beaucoup plus locales. On parlait des campagnes vivantes, je parlais moi, du club de hand, mais il va falloir aussi recréer des questions de filières locales. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire ça tout seul. Alors quand je dis tout seul, c'est à la fois chaque agriculteur, chacun chez soi. On ne pourra pas faire ça, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on soit plusieurs. Même si on est plusieurs sur une ferme, ça ne suffira pas. Il faut que les fermes s'unissent, travaillent ensemble, fassent évoluer les institutions agricoles ensemble, mais qu'on travaille aussi avec d'autres acteurs, avec des restaurateurs, avec des transformateurs, avec des cantines scolaires, avec des élus, avec des citoyens, avec des consommateurs. Et c'est là qu'on va recréer toute la capacité à nourrir. Là, je vais reprendre un ancien slogan de la ferme ici où je suis installé quand on faisait de la transformation avec un peu de vente directe. En dessous, le nom de la ferme, il y avait écrit « Vous nourrir, mais pas seulement ». Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui et demain. Dans la prochaine partie, Amande de la ferme des Trognes nous expliquera ce qui change dans la qualité et l'organisation du travail, mais aussi en termes de bien-être animal lorsque l'on s'installe en élevage herbager. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à prendre quelques instants pour vous demander quel serait le plus petit pas que vous pourriez mettre en place pour soutenir des modes d'élevage en plein air. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à 3 personnes qui pourraient bénéficier de cette écoute. À bientôt.